Bonjour YouTube, what's good les boys? Alors aujourd'hui, on va sortir... Oh non, putain, ça commence vraiment bien. Okay. Bonjour YouTube, what's good les boys? Aujourd'hui, on sort officiellement la vidéo que tout le monde attendait. Personne n'attendait parce que j'en ai pas vraiment parlé, mais vous allez comprendre. Ce que je voulais faire, c'est un guide sur comment on débute la force, comment on commence la force, que ce soit au niveau du matériel, au niveau des entraînements, au niveau de l'alimentation. Bref, du coup, ça va être une vidéo assez longue, assez chargée. On va pas parler plus que ça. Let's go. On va commencer sur la partie sur l'équipement. Je tiens à préciser les boys, le but pour moi, c'est de faire un guide qui va vous permettre de trouver les informations dont vous avez besoin. Et l'idée, c'est qu'en fait, vous regardiez le guide une première fois, par exemple, quand vous voulez vous lancer. Et par la suite, si vous avez une petite question ou quoi que ce soit, vous pouvez retourner sur la vidéo et checker un peu les parties qui vous intéressent. C'est pourquoi, dans la vidéo, il y aura des timecodes où vous pourrez directement aller trouver la partie qui vous intéresse. Et du coup, comme ça, c'est plus facile pour vous de naviguer. Sur cette première partie, je vais vous dire, selon moi, quel est l'équipement indispensable, quel équipement vous devez avoir et quel est l'équipement que vous pouvez vous passer d'avoir, du moins pour le moment. Premièrement, je vais commencer par dire ça. Pour moi, actuellement, en l'état des choses, par rapport à ce que j'ai pu tester, par rapport à ce que j'ai pu voir, la meilleure marque d'équipement pour la force athlétique, c'est SBD Apparel ou SBD Belgium. Si vous êtes en France, vous commandez sur ce site-là. Les liens sont dans la description. Il n'y a pas mieux. Alors, je ne suis pas sponsorisé par SBD, je tiens à le préciser. Simplement, depuis le début, j'utilise leurs produits, j'ai utilisé d'autres produits de d'autres équipementiers et j'ai toujours moins aimé que SBD. SBD, c'est vraiment le mieux. Donc maintenant, au niveau de l'équipement, quel est l'équipement que pour moi, vous devez avoir? Votre boy va vous régaler parce que je vais vous préparer une petite tier list. Alors toi, c'est-à-dire, il faudra que tu apprennes à faire une tier list, ça veut dire. J'espère que ça marche. Hein. Si ça marche pas, on va avoir l'air con. Donc, premièrement, S tier, la ceinture. Clairement, la ceinture, pour moi, c'est un must absolu. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai fait une vidéo sur la ceinture où j'ai débunké un mythe, donc elle sera dans les fiches. C'est pas vraiment de dire, oui, si vous squattez pas 200 kg ou si vous deadliftez pas 200 kg, vous n'avez pas besoin d'une ceinture ou quoi que ce soit. Ça, pour moi, c'est vraiment des idioties. Achetez la ceinture le plus vite possible, le plus tôt possible, pour en fait vous familiariser avec cet équipement. Parce que faire un squat ou faire un terre avec une ceinture ou sans ceinture, c'est pas tout à fait pareil. Et même, j'irai plus loin et je dirais que faire un squat ou un terre avec une ceinture un peu nulle, un peu moyenne, par exemple la ceinture d'Omnios, le truc qui sert à rien, ou avec une vraie ceinture comme la SBD, c'est encore différent. Donc la ceinture S tier, vous devez absolument acheter une ceinture. Ensuite, je dirais plutôt A tier ou A+, mais pas tout à fait S, je mettrais les genouillères. Pour moi, les genouillères, c'est pas vraiment le truc indispensable, vous devez avoir une paire de genouillères pour la santé de vos genoux ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'une bonne paire de genouillères qui taille bien, qui taille un peu serré, ça peut vous aider non seulement physiquement, mais également au niveau de la confiance que vous allez avoir lorsque vous allez descendre dans votre squat. Donc c'est pour ça que pour moi, les genouillères SBD, plutôt A tier, j'irai pas jusqu'à S, c'est pas l'équipement absolu, mais un bon A tier bien solide, c'est une très bonne paire de genouillères. Alors, notez simplement qu'il faudra éventuellement compter un changement de genouillère environ tous les ans, quelque chose comme ça. Si comme moi, vous squattez 2-3 fois par semaine, vos genouillères, vous allez beaucoup vous en servir, vous risquez de les user. Et donc, gardez en tête que les genouillères, c'est plutôt un consommable. Là où la ceinture, non, la ceinture, j'ai la mienne depuis 5 ans. Les genouillères, c'est plutôt un consommable dans le sens où vous risquez de devoir changer tous les ans à peu près, quelque chose comme ça, que ce soit parce que les coutures vont commencer un peu à se délier ou alors parce que vous allez commencer à sentir le fromage des genouillères et c'est agréable pour personne autour de vous. Donc s'il vous plaît, changez vos genouillères si vous vous entraînez dans une salle avec d'autres personnes autour de vous, s'il y a pu, évidemment. Ensuite, les bancs de poignet. Alors les bancs de poignet, je les mettrais plutôt B tier pour certaines personnes, voire C, mais je les mettrais pour d'autres personnes S tier. Et dans mon cas, je les mets S tier. Pourquoi? Parce que c'est simple, je ne peux pas faire de bench ou je ne peux pas faire de squat sans banc de poignet. Donc, c'est plutôt à vous de voir à ce moment-là. Si jamais vous avez tendance à avoir des douleurs au poignet, si vous avez tendance à avoir les poignets un peu engourdis quand vous finissez votre squat, quand vous finissez votre bench, ou alors que vous sentez que vous n'arrivez pas vraiment à placer la barre là où vous voulez et avoir vraiment un bon maintien, un bon support, alors peut-être que pour vous, du coup, c'est plutôt S tier. Et sinon, de base, encore une fois, je mettrais plutôt B ou C tier. Donc, le singlet, c'est simple. En fonction des marques, le tiers dans lequel il est va monter. Pour le SBD, personnellement, je mettrais le singlet en B tier. Dans le sens où
le singlet ne va pas vraiment donner un avantage, mais simplement, pour ceux qui ne savent pas, le singlet est un des seuls, c'est pas le seul, mais c'est un des seuls équipements obligatoires en compétition. La ceinture n'est pas obligatoire en compétition, les genouillères ne sont pas obligatoires en compétition, les bandes poignets ne sont pas obligatoires en compétition, mais le singlet est obligatoire. C'est-à-dire que vous devez avoir un singlet sur vous si jamais vous voulez faire des compètes de force. Donc c'est pour ça que le singlet, je le mettrais plutôt B tiers, mais dans mon cas, par exemple, il y a pas mal de personnes qui demandent pourquoi je m'entraîne toujours avec un singlet. Je m'entraîne toujours avec un singlet en fait pour imiter les conditions dans lesquelles je vais faire ma compétition. Vu que vous êtes obligé de faire votre compétition en singlet, personnellement, je préfère faire mes entraînements en singlet pour avoir les mêmes sensations quand je fais mon squat, quand je fais mon bench, quand je fais mon terre à l'entraînement de celles que j'aurai en compétition. Donc B tiers, mais pour moi, c'est quand même assez intéressant d'en avoir pour la raison que je viens de vous expliquer. En dehors de ça, si par exemple vous comptez pas faire de compétition tout de suite, le singlet, honnêtement, comme je l'ai dit, vous avez les genouillères et la ceinture dans l'ordre à acheter avant. Dernier point d'équipement obligatoire en compétition, c'est des chaussettes. Alors ça peut sembler bête, mais non, c'est obligatoire en compétition. Donc vous devez avoir une paire de chaussettes basses pour le squat, mais vous pouvez aussi avoir des chaussettes hautes, mais il ne faut pas qu'elles dépassent votre genou. Donc il faut qu'elles s'arrêtent un peu en dessous du genou. En réalité, vous pouvez acheter la marque que vous voulez. On s'en fout vraiment. Les chaussettes, je les mettrai en F tiers. Ça n'a juste aucune incidence. Vous achetez la marque que vous voulez, mais simplement vous respectez ces spécifications. Donc si vous avez des chaussettes qui montent au-dessus de vos genoux, attention, il faudra faire un ourlet pour les baisser. Et voilà. Enfin, les chaussures. Je mettrai quand même les chaussures en S tiers également. Pas nécessairement qu'il faut telle paire ou telle paire, mais il vous faut des paires de chaussures adaptées à votre pratique sportive. Donc c'est pour ça que pour moi, les chaussures, c'est plutôt S tiers. Je m'explique. Si jamais vous avez un manque de mobilité au niveau de la cheville sur votre squat, donc ce qu'on appelle de la dorsiflexion, si vous avez un manque de dorsiflexion, vous devrez avoir des chaussures avec un drop, donc des chaussures d'haltérophilie où le talon est surélevé. Si vous n'avez pas ce manque de mobilité, alors à ce moment-là, vous pouvez tout à fait prendre n'importe quelle paire de chaussures. Par exemple, moi récemment, j'ai recommencé à squatter en Jordan parce que justement ma dorsiflexion est meilleure et du coup, je peux squatter à plat, donc en Jordan, et ne pas avoir de restrictions à ce niveau-là. Mais par contre, je vais vous donner un autre exemple. Si vous faites votre deadlift en running ou en sneakers, pour moi, c'est une erreur. Parce que le but au deadlift, c'est d'avoir le but dans tous les mouvements de force, c'est d'avoir le moins d'amplitude possible pour maximiser le poids que vous mettez sur la barre. Et les running ou les sneakers ou quoi que ce soit, c'est des chaussures à semelles qui vont du coup vous surélever et du coup augmenter légèrement votre amplitude. Ça peut sembler bête, mais augmenter d'amplitude de 3 ou 4 cm, ça peut avoir un impact colossal sur le poids que vous allez soulever. Donc c'est pour ça que à ce moment-là, encore une fois, pour moi les chaussures ça passe en S tiers parce que vous avez des chaussures qui vont vous permettre de vraiment bien optimiser votre mouvement et des chaussures qui vont pas du tout vous le permettre. Sans compter que en plus de ça, le problème des running, c'est que vous n'avez pas le pied à plat au sol, qu'en plus la semelle est un peu amortissante et donc elle absorbe l'énergie. Et donc vis-à-vis de ça, c'est complètement catastrophique. Très prochainement, il y aura un drop sur Silent Worker où on va lancer officiellement des chaussons antidérapants qui sont excellents pour le bench et pour le terre. Ça fait des mois et des mois et des mois que je bench et que je deadlift avec. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à suivre les actualités. Ça se passe sur Silent Worker. Vous l'aurez compris, en réalité, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'investissement pour vous lancer dans la force du point de vue de l'équipement. Ça veut dire que concrètement, avec simplement au minimum une ceinture, un singlet et des chaussettes, vous pouvez faire des compétitions en force, sachant que la ceinture SBD coûte environ 200 €. Le singlet, vous n'êtes pas obligé de prendre un SBD. Moi, je vous conseille de prendre un SBD parce qu'il y a quand même plus de rigidité. Le singlet, de mémoire, il est à 70 €, il me semble. Il faudra vérifier. Plus ? Non. La classique édition, elle est à 90 €. Quoi ? Mais non. Si, on en a discuté hier. Genre, les prix, ils sont monstrueux. 90 €? 7,80 € chaussons pommes, je viens pas de me faire carotte là? Ah ouais. C'est pour ça, genre, conseiller de singlet SBD, il apporte rien. En réalité, il est cher. Non, on va quand même conseiller le singlet SBD, mais c'est cher. Donc si vous avez des alternatives moins chères, vous prenez un peu moins cher. Mais le singlet SBD, c'est de la frappe, je le dis, je le répète. Mais vous pouvez prendre une alternative moins chère. Donc, avec 300 €, vous avez le set pour commencer les compétitions en force. Et si vous rajoutez un petit peu, une petite paire de genouillères ou un truc comme ça, grossièrement, à 400 €, vous avez votre équipement qui va vous durer 2 ans, 3 ans. Peut-être pas les genouillères comme je l'ai précisé, mais sinon, oui. Donc, voilà pour la partie équipement les boys. Maintenant, on se retrouve pour la partie programmation.
Maintenant, place à la partie qui, à mon avis, va intéresser le plus grand nombre d'entre vous, c'est la partie programmation. Avant de rentrer tout de suite dans les détails, je vais devoir dire 2-3 petites choses, c'est un peu des disclaimers généraux pour vous dire ce que je pense. Premièrement, tout s'individualise. Donc, peu importe les informations que vous avez vues à droite à gauche, même peu importe les informations que moi je vous donne, ça s'individualise. Donc, bien qu'il y ait des réalités assez objectives, des réalités purement objectives, ça n'existe pas, mais des réalités assez objectives, il n'en reste pas moins vrai que peut-être que vous vous trouvez dans une exception qui fait que l'information ou alors la manière dont on comprend l'information ne va pas nécessairement s'appliquer à vous. Cependant, vous vous doutez bien que moi, je ne vous connais pas tous individuellement. Vous êtes bientôt 8000 d'ailleurs, c'est assez incroyable pour ceux qui ne sont pas abonnés. N'oubliez pas de vous abonner. Mais je ne vous connais pas individuellement pour vous dire « Ah oui, toi, il faut que tu fasses ça, toi, il faut que tu fasses ça, toi, il faut que tu fasses ça. » Donc, ce que je vais faire là, c'est l'état actuel des lieux du point de vue de la programmation en force, de par mon expérience, les années accumulées en tant qu'athlète, en tant que coach, et également toutes les formations, toutes les informations que j'ai pu lire à droite à gauche et que j'ai pu emmagasiner. Ce que je veux faire, c'est un peu comme une espèce de méta. Pour ceux qui avaient vu, j'avais sorti quelques vidéos Meta Power et je pense que j'en sortirai d'autres par la suite. Mais l'idée, c'est un peu comme sur un jeu vidéo où on dit, bah écoutez, la méta actuelle, c'est plutôt ça, c'est plutôt ça. Qu'est-ce que ça veut dire une méta? Ça veut dire, c'est un peu la manière dont on gère les choses actuellement. Ça veut pas dire que c'est la seule manière qu'il y a de faire, mais ça veut dire que, on va dire qu'il y a un léger consensus autour de cette méthode pour dire que c'est une méthode qui a plutôt tendance à fonctionner en général et en globalité. De ce fait, sur cette méta, vous prenez les informations, vous testez, mais ce ne sont pas des réalités absolues et objectives, c'est l'état des lieux actuels du sport, du point de vue de la programmation, selon ma compréhension et mon expérience. Premier point à déterminer, c'est la stratégie de programmation. Personnellement, pour moi, actuellement, la meilleure stratégie, c'est une stratégie inversée. Donc, je m'explique rapidement. Jusque-là, on avait une idée, et même il y a plein de sports où il y a encore cette idée, qui est de dire, ok, j'ai une compétition le 27 octobre, je vais organiser mon action pour la compétition le 27 octobre, et par exemple, au 18 octobre, je dois en être là, au 8 octobre, je dois en être là, au 29 septembre, je dois en être là, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle une approche de haut en bas. Vous avez la date, c'est le haut, et vous reculez jusqu'au bas. Personnellement, grâce notamment aux formations que j'ai suivies avec Mike Tucherer, qui est pour moi un des coachs les plus éminents et les plus impactants, du moins de ces dernières années en force athlétique, c'est plutôt une conception inverse qu'on utilise, donc c'est une conception de bas en haut. Eas, tu t'apprêtes à faire un marathon dans le désert ou comment ça se passe ? Concrètement, cette approche de bas en haut, attention, on ne fait pas du tout abstraction de la date de la compétition parce qu'on s'entraîne pour la compétition, on s'entraîne pour être performant en compétition. Mais c'est simplement qu'on ne base pas toute notre stratégie autour de ce délai. Donc l'idée c'est la suivante, on est le 2 septembre, on va partir sur des stratégies de programmation, sur des cycles d'entraînement et le but c'est que arriver à la date, c'est qu'on soit les meilleurs possibles à ce moment-là, mais on ne va pas établir un plan directement de début septembre jusqu'à fin octobre, mais plutôt on établit notre plan au compte-gouttes et on dit ok, là on va faire un plan de 3 semaines, après on va faire un plan de 4 semaines par exemple, après un plan de 5 semaines. Donc le but c'est de prendre plan par plan, cycle d'entraînement par cycle d'entraînement, de voir les résultats et d'ajuster au fur. C'est pour ça que cette méthode d'entraînement a été appelée par Mike Tucherer Emerging Strategies, qui veut dire en français les stratégies émergentes. Émergentes de quoi? Émergentes de nos actions. Donc on met en place une action, on regarde le résultat de cette action et en fonction du résultat de l'action, on ajuste à la hausse, à la baisse, on change les choses ou alors on continue comme ça. Moi, c'est l'approche que je vous conseille d'adopter parce que c'est une approche beaucoup plus certaine, beaucoup plus sûre qu'une approche purement théorique. Parce que moi, je peux vous dire, écoutez, le 29 octobre, vous en serez là, vous serez capable de faire ci, vous serez capable de faire ça, et ça se trouve, j'aurai raison, et ça se trouve, j'aurai complètement tort. Donc, ça ne sert à rien de prévoir un plan d'attaque, entre guillemets, de programmation sur 8 semaines, alors que si ça se trouve, dans 4 semaines, il faudra tout changer parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'un des exercices qu'on a programmé ne fonctionne pas, il cause des douleurs, il n'est pas intéressant. Peut-être que la technique de l'athlète va évoluer, et si la technique évolue, dans une certaine mesure, le choix des exercices doit évoluer. Sauf que si on a déjà prévu à l'avance, 2 mois à l'avance, le choix des exercices, encore une fois, on casse tout. Donc, bien que ce soit intellectuellement satisfaisant de préparer un programme 8 semaines, 12 semaines, 15 semaines, 20 semaines à l'avance, dans la pratique, très souvent, ça devient extrêmement vite obsolète et à partir de là, vous avez 2 options. Soit vous reconnaissez que tout le travail que vous avez fait est obsolète et il faut tout défaire et tout refaire. Soit, du coup, vous vous mettez des œillères, vous vous dites non, ça va marcher, ça va marcher. Vous restez fixé sur le plan et au final, ça explose et on n'a pas les résultats qu'on espérait. Donc, premièrement, cette approche Emerging Strategies. Deuxièmement, dans l'ordre, pour moi, il faut absolument déterminer la fréquence de vos mouvements. C'est capital. Sur la fréquence des mouvements,
malheureusement, je ne peux pas vous dire il faut faire ça, ça et ça. Je peux vous dire ce que moi j'ai pu observer et donc ça va être des tranches assez larges, mais je préfère vous donner des tranches assez larges qui vont vous permettre de réfléchir un petit peu et de tester des choses plutôt que rien vous dire. Donc sur le squat, entre 1 et 3 squats par semaine, pour moi, c'est vraiment le must. Alors évidemment, encore une fois, il y a des extrêmes, donc il y a des personnes qui vont réagir à 4 squats, 5 squats, mais entre 1 et 3, c'est parfait. Au niveau du bench, c'est entre 1 et 4 bench. Encore une fois, on a des extrêmes avec 5 bench, mais entre 1 et 4 bench, pour moi, c'est vraiment l'idéal. Entre 2 et 4 bench, pardon. Je me suis mal exprimé. Entre 2 et 4 bench. Donc, en dessous, ça me paraît trop peu. Au-dessus, ça me paraît peut-être un peu beaucoup. 2 et 4, vraiment, sweet spot, le juste milieu. Et pour le terre, c'est entre 1 et 3. Je dirais plutôt entre 1 et 2, le troisième étant souvent un terre très accessoire, comme du soulevé de terre ou main ou quoi que ce soit. Mais sinon, entre 1 et 2, vraiment, c'est parfait. C'est important de déterminer la fréquence, parce que la fréquence de mouvement va vous permettre justement d'avoir une pratique importante, suffisante, des mouvements pour le sport. Je vais vous donner un exemple tout simple. Lorsque vous faites du foot, on est d'accord que vous faites beaucoup de foot, parce que plus vous allez faire du foot, plus vous allez devenir bon en faisant du foot. C'est ce qu'on appelle le principe de spécificité. En force, j'avoue que je ne comprends pas trop pourquoi on a cette idée qu'il faut être super musclé pour être fort. Oui, mais non. La preuve, tous les body, même certains qui utilisent certains produits, sont beaucoup moins forts en rapport avec des athlètes qui font de la force et qui ont beaucoup moins de masse musculaire. On prend un body de 100 kg, je suis pas sûr qu'un body de 100 kg il fasse de 70, de 80 au squat s'il n'entraîne pas le squat de manière sérieuse, etc., etc. Et donc c'est là où on touche au nœud du problème, c'est que les gens assument, les gens ont la présomption que muscle égale force. Oui, mais muscle égale force dans un certain contexte précis. Et donc si vous ne créez pas le contexte, alors muscle n'est pas égal force. Tout simple, on prend un body qui ne fait jamais de squat, il fait que de la presse à cuisse, que des leg extensions, des choses comme ça, il va avoir des jambes colossales, mais son squat ne va pas être très fort. À côté de ça, on prend un powerlifter, par exemple mon cas, j'ai pas des grosses jambes, j'ai pas des jambes extrêmement développées, j'ai pas des petites jambes, mais j'ai pas des grosses jambes non plus, et pourtant vu que je squatte énormément, j'ai un gros squat en rapport, encore une fois, à ma situation et mon poids de corps. Donc, muscle égale force dans un certain contexte. Et donc c'est pour ça que, pour moi, vous devez créer le contexte, et pour créer le contexte, c'est simple, on pratique les mouvements, donc squat, bench, deadlift, et je vous ai déjà donné, selon moi, la répartition optimale du nombre de fois par semaine que vous devez entraîner ces mouvements. On arrive sur quelque chose d'assez important, d'assez central, c'est le choix des exercices. Vous avez déterminé que vous devez faire 2 squats par semaine, 3 squats par semaine, ok, mais quel genre de squat? Est-ce que vous allez faire du squat de compétition, donc votre squat classique? Est-ce que vous allez faire du pause squat, tempo, etc., etc. Là-dessus, la règle d'or, c'est celle-là. Ne faites pas une variation juste pour le plaisir de faire une variation. Faites une variation parce qu'elle s'intègre dans un cadre, dans une stratégie que vous avez déterminée par rapport à votre mouvement. Pour ça, évidemment, il va vous falloir des connaissances d'analyse. Il va falloir que vous soyez capable d'analyser votre mouvement au niveau des axes de production de force, au niveau de la position dans laquelle vous êtes, au niveau justement des éventuels phénomènes de compensation que vous allez pouvoir avoir. Essayez de comprendre un petit peu tout ça, essayez de comprendre comment tout s'articule et en fonction de votre compréhension, à ce moment-là, vous pouvez établir un plan en disant « Ok, il faut que je mette en place tel exercice, tel exercice, tel exercice. » Le choix des variations, le choix des exercices va être déterminé par votre contexte et par votre technique. C'est pour ça que, encore une fois, je ne peux pas vous dire, voilà, il faut faire du pause squat parce que c'est bien, du tempo ou je sais pas quoi, mais je vais vous donner, selon moi, les variations que je trouve les plus pertinentes, les plus intéressantes en fonction des mouvements. Donc pour le squat, pour moi, il y a le comp squat évidemment, mais voilà, le comp squat, comp bench, comp deadlift, donc votre squat, votre bench et votre terre que vous faites habituellement, pour moi c'est la base. Vous devez en faire, c'est indispensable. Mais à côté de ça, au niveau des variations, donc pour le squat, je dirais que selon moi, le high bar squat, c'est une variation que je mettrais plutôt très très haut dans le panier, S-tier, le high bar, parce que souvent, en fait, c'est le mécanisme et la position dans laquelle, en tant que powerlifter qui faisons du low bar, on est plus faible. Donc le fait d'améliorer cette position, cette mécanique, va vraiment vous permettre de rendre plus complet votre squat. Donc je mettrai le high bar et à côté de ça, je mettrai un tempo squat. Alors soit un tempo sur la descente, pause en bas, soit tempo pause en bas et tempo sur la remontée, donc tempo excentrique ou tempo concentrique. Je mettrai un de ces deux squats là dedans, c'est capital. Ensuite, au niveau du bench, c'est assez simple, je ferai des jeux sur l'amplitude, soit un bench avec un peu plus d'amplitude avec du fit-up bench, soit un bench avec moins d'amplitude avec du bench à la cale, ce genre de choses, et des pauses rallongées. C'est assez simple, mais ça fonctionne très bien. Et enfin, pour le soulevé de terre, pour moi, il y a vraiment 3 variations et il n'y en a pas vraiment d'autres. Après, les autres, c'est un peu trop cas par cas, donc encore une fois, je ne vais pas en parler ici. Je vais parler vraiment de généralité. C'est
le soulevé terre alterné, donc si par exemple vous faites du sumo, faire du tradi, si vous faites du tradi, faire du sumo. Le pause deadlift, donc faire une pause un petit peu en dessous de l'endroit où vous avez tendance à avoir du mal. Si vous avez du mal au début, vous faites vraiment la pause dès que la barre décolle. Si vous avez du mal au niveau des genoux, vous faites la pause environ à la moitié de vos tibias. Des choses comme ça. Ou alors le halt deadlift. Donc le halt deadlift, c'est un exercice que je ne vois pas beaucoup réaliser en France, mis à part pour, par exemple, les athlètes que je coach, évidemment. Mais le halt deadlift, en fait, vous allez doubler la position de départ, vous allez doubler le nombre de fois où vous faites décoller la barre du sol pour une répétition. Et ça permet vraiment d'ajuster quasiment immédiatement votre position de départ. Donc le halt deadlift, vraiment aussi une très bonne variation. Enfin, maintenant qu'on a déterminé le protocole, concrètement, la fréquence, quels exercices par rapport à votre technique, par rapport à vos besoins, etc., il va falloir déterminer le nombre de répétitions et le nombre de séries. Alors, là-dessus, c'est là où c'est le plus large et c'est là où les recommandations, les généralités varient le plus d'un athlète à un autre. Et donc, c'est là où l'individualisation a le plus d'impact et a le plus son épingle à jouer. Ça veut dire que je vais devoir vous donner des fourchettes énormes, très grandes. Et donc, il va falloir que vous fassiez des petits tests à droite à gauche, que vous testiez plutôt 3 séries, plutôt 5 séries, plutôt 7 séries, etc., etc. Au niveau du nombre de répétitions, c'est simple, pour moi, il n'y a pas de règle en force. L'idée comme quoi il faut faire 3 reps ou 5 reps ou en dessous de 6 reps ou quoi que ce soit, pour moi, ça c'est vraiment nul, c'est basé sur rien et ça n'a aucun impact. Dans mon cas, je vais vous donner mon exemple personnel, je réponds extrêmement bien aux séries longues sur mon squat. J'ai quasiment toujours, dans mes cycles d'entraînement, dans mes blocs, du squat en répétition élevée. J'ai toujours des séries où je fais 7 reps, 8 reps, 9 reps, 10 reps jusqu'à même des fois. Toujours sur mes blocs, évidemment sur les blocs sur lesquels je veux me développer, sur lesquels je veux faire progresser mon squat. Si un bloc sur lequel j'ai envie de lever un peu le pied au squat, évidemment je vais pas mettre en place cette stratégie qui est faite pour me faire progresser. Il y a des mouvements sur lesquels je fais pas beaucoup de répétitions. Par exemple, au deadlift, je ne fais pas beaucoup de répétitions. Si je dis pas de bêtises, ça fait 2 ou 3 blocs que je fais pas plus de 6 répétitions au deadlift, même avec des charges très légères, genre avec 180 kg ou quoi. Je fais pas jamais plus que 6 répétitions au deadlift sur mes derniers blocs. Ça dépend de l'individu, ça dépend des mouvements. Donc c'est pour ça que, pour progresser en force, il faut faire entre 1 rep et 10 répétitions. Au-delà de 10 répétitions, j'estime que là, vraiment, pour le coup, on commence peut-être un petit peu trop à s'éloigner du côté spécifique, mais entre 1 et 10, pour moi, on est dans la tranche, donc c'est à vous de tester à ce moment-là ce que vous voulez mettre en place. Au niveau du nombre de séries, pareil, extrêmement large, extrêmement vaste, ça dépend de l'intensité, ça dépend du stress. Si par exemple, vous faites des séries à 90% de votre max, ou à l'heure, on va dire RPE 8, RPE 9, évidemment que vous n'allez pas pouvoir faire 12 séries à ce RPE, à cette intensité, alors qu'à côté de ça, si vous faites des séries à 60% de votre max, ou alors des séries RPE 5, RPE 6, là, vous allez peut-être pouvoir en faire 10 ou 12. Donc ça dépend aussi de ce contexte et de ce fait-là. Mais en général, je dirais entre 3 et 9 séries par séance sur un mouvement. Donc entre 3 et 9 séries au squat, entre 3 et 9 séries au bench, etc., etc. Malheureusement, je ne peux pas faire mieux que vous donner ces grandes généralités et vous dire le mieux, c'est de tester, mais comprenez que tout s'intègre et tout s'emboîte. Le choix des exercices, la fréquence, le nombre de séries, etc., etc. Pour vous donner un exemple très simple, si jamais vous faites du squat 3 fois par semaine et que vous faites 9 séries de squat par séance, là vous avez 27 séries par semaine, ce qui est vraiment colossal. À côté de ça, si vous faites un squat par semaine et que vous faites 9 séries par séance, là vous avez 9 séries de squat, ce qui est beaucoup plus relatif et ce qui est beaucoup plus, entre guillemets, proche de la moyenne et de la normalité. Ça dépend aussi des exercices que vous faites. Ça dépend, comme je l'ai dit précédemment, des intensités, des RPE. Donc, tout s'imbrique, tout s'intègre et ça fait partie d'un ensemble complexe. Donc ne prenez pas juste les informations séparément en vous disant il faut que je fasse 9 séries de squat par séance au squat parce que The Panache a dit que c'est le maximum qu'on peut faire, sachant encore une fois, non, tout s'intègre. Et je terminerai en disant ça. Plus n'est pas nécessairement mieux. J'ai fait cette erreur par le passé où je m'entraînais 6 jours sur 7, voire des fois je m'entraînais 7 jours sur 7, je prenais pas de jour de repos. Ça m'est arrivé de faire 25 séries de squats par semaine, peut-être un petit peu plus, des choses comme ça. Ce qu'il faut, encore une fois, et comme toujours, c'est trouver ce dont vous avez besoin pour vous développer, pour progresser en force. Donc maintenant que vous avez toutes ces généralités, vous vous posez, vous vous faites un programme, vous écrivez ce que vous pensez être cohérent, logique, peut-être par rapport à certains programmes que vous avez déjà fait ou des choses comme ça. Et une fois que vous avez réussi à tout emboîter, vous testez, vous voyez les résultats, vous avez des résultats positifs. Super, ça veut dire qu'une partie de ce que vous avez fait fonctionne, vous pouvez continuer à avancer. Les résultats ne vous conviennent pas, tant pis.
vous testez autre chose et vous testez une autre séquence avec d'autres changements, des variations. Si vous avez testé certains aspects techniques, vous testez peut-être d'autres aspects techniques. Si vous avez testé un squat par semaine, peut-être commencer à tester 2 squats par semaine. A contrario, si vous avez tout de suite testé 3 squats par semaine, que ça n'a pas marché, que vous vous sentiez fatigué, essayez de descendre à 2 squats par semaine. Bref, les possibilités sont quasi infinies. C'est pour ça que le mieux que je peux faire, c'est vous donner ces généralités et vous dire, essayez de bosser avec, de réfléchir, cogiter et trouver les solutions pour vous. On se retrouve pour la troisième partie sur l'alimentation. Attention, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Encore une fois, de toute façon, c'est pas le but de cette vidéo. Le but, c'est que ce soit un guide général pour vous donner des idées. Et je vais vous dire comment, personnellement, je gère, je comprends et je préconise du coup de gérer l'alimentation en force. Ce qu'il faut savoir, c'est que la force, c'est un sport comme tous les autres et que l'alimentation répond et réagit à des principes liés au corps humain. C'est pas des principes liés au sport, spécifiquement, c'est lié au corps humain. Les règles générales de l'alimentation s'appliquent en force de la même manière que s'appliquent à tous les autres sports. Donc concrètement, il vous faut des protéines, des glucides, des lipides, il faut un aménagement et une gestion de ces 3 sources de macros, il vous faut un maximum aussi de micronutriments avec les vitamines, toutes ces choses-là. Tout ça, ça s'applique exactement en force. Cela dit, je vais essayer de vous donner une ou deux clés pour gérer votre poids par rapport à vos objectifs. Donc que vous ayez un objectif de perte de poids, de prise de poids ou de maintien, quoi qu'il arrive, tout ça, ça passe par un aspect très simple, c'est la balance calorique. Vous devez, gérer votre balance calorique en fonction de vos besoins. Et donc si vous voulez prendre du poids, il faut que vous ayez une balance supplémentaire. Si vous voulez perdre du poids, il faut que vous ayez une balance déficitaire. Et si vous voulez maintenir votre poids, il faut une balance égalitaire. Dit comme ça a l'air simple, mais en réalité, c'est ça le nœud du problème en force, c'est juste ça. Régler, gérer votre balance en fonction de vos besoins, en fonction des moments. Maintenant, une fois que ça c'est dit, évidemment, il y a certaines stratégies en termes d'alimentation qui sont plus intéressantes que d'autres. Personnellement, ce que j'observe, c'est que, en général, les athlètes ont tendance à être, en fonction des catégories, 1, 2, 3, voire 4 ou 5 kilos au-dessus de leur catégorie de poids. L'avantage que ça apporte, c'est que vous allez pouvoir vous entraîner avec probablement plus d'énergie, plus de calories. Vous allez pouvoir vous entraîner à un poids de corps, un poids de forme plus élevé, donc être plus en forme lors de vos entraînements, faire de bons entraînements. Et comment est-ce qu'on devient fort? On ne devient pas fort avec une compétition, on devient fort en enchaînant des centaines et des centaines et des centaines, voire même des milliers d'entraînements. Et tout ça mis bout à bout donne l'athlète au final qui exprime sa force, qui exprime son potentiel, acquis lors de l'entraînement en compétition. Et pour moi, le fait de gérer votre poids en vous mettant trop souvent en déficit calorique lors de vos entraînements fait que du coup, vous ne bénéficiez pas de chaque entraînement, vous ne bénéficiez pas de ce que chaque entraînement peut vous apporter si jamais vous étiez dans de meilleures dispositions. Et donc, au final, rappelez-vous, on devient fort en enchaînant une centaine, des milliers d'entraînements efficaces, pertinents, logiques. Alors, vous, du coup, ne profitez pas de toutes vos chances pour devenir plus fort. C'est pourquoi le mieux, c'est de trouver le poids que vous devez maintenir, que vous arrivez à maintenir facilement, sans vous mettre en trop grande restriction calorique, en fonction de votre forme. À partir de là, vous ajustez. Exemple, si jamais votre poids de forme, c'est 69 kg, à ce moment-là, je pense que vous êtes peut-être un petit peu léger pour un 74, et donc ça peut éventuellement valoir le coup de vous pencher sur la question du water cut, pour descendre en moins de 66 kg. A contrario, si votre poids de maintien, exemple, c'est 71 voire 72 kg, vous êtes peut-être un peu léger pour un 74, mais vous êtes quand même beaucoup trop lourd pour un 66. Et donc à ce moment-là, le mieux c'est probablement d'aller gérer une balance calorique supplémentaire pour essayer de vous approcher le plus possible des 74 kg, remplir la catégorie et être le plus compétitif possible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous remplirez la catégorie, plus vous serez compétitif, point. Si vous faites 71, montez à 74. Si vous faites 69, restez à 69, mais sachez que vous devrez probablement faire des protocoles de water cut, donc de perdre du poids, lié notamment à l'eau, pour vos compétitions. Honnêtement, vis-à-vis du cut, je vais faire un petit topo très rapide dessus. Je pense que ça a une mauvaise image en France, mais c'est parce que on juge et on critique ce qu'on ne connaît pas. Le cut, s'il est bien géré et qu'il est cohérent, permet d'avoir quasiment votre force de base en étant 2, 3, 4, 5 kilos plus léger. Et même si votre cut vous faisait perdre 2% le jour J, en termes de performance, rappelez-vous, on ne devient pas fort sur un jour comme ça, en claquant des doigts. On devient fort parce qu'on a enchaîné une tonne d'entraînement au préalable. Si jamais vous devez vous mettre en déficit et enchaîner plein de mauvais entraînements, c'est moins intéressant que d'être en maintien ou en surplus calorique et de devoir juste faire un cut le jour J et être plus fort. Enfin, par rapport aux compléments alimentaires, je prends 3 compléments différents.
Et sur les 3 compléments différents que je prends, il y a une whey, donc une source de protéines, un pré-workout et un deuxième pré-workout. Je prends que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis pas en train de vous dire les compléments, ça sert à rien. Mais les compléments, comme leur nom l'indique, c'est des compléments. C'est quelque chose en plus. Tant que vous gérez à 100% vos entraînements, votre nutrition, votre sommeil, etc., vous optimisez déjà bien vos chances d'être fort et de progresser. Après, évidemment, un petit plus, c'est toujours agréable et c'est toujours bon à prendre. Ne croyez pas que vous avez besoin d'une liste comme ça de compléments avec de la carnitine, avec de la glutamine, avec de l'acétylcholine, avec je sais pas quoi, pour être performant. Il y a des compléments qui marchent bien, il y a des compléments qui marchent bien sur certaines personnes, mais d'autres non. Et je vais vous donner l'exemple parfait. On dit toujours et tout le temps la créatine, meilleur complément pour prendre de la force, etc. Ben, personnellement, je ne prends pas de créatine. Attention, j'en ai pris, j'ai pas vu de différence quand j'en prenais pas, donc j'ai arrêté d'en prendre. Aussi simple que ça. À côté de ça, quand je ne prends pas mon pré-workout, quand je ne prends pas Utopia, SO Elemental Formulation, SO Elemental Formulation Europe très prochainement. SO, dès que ce sera le cas, ce sera dans la description et vous pourrez commander en utilisant le code PANA. À côté de ça, dès que je prends pas mon pré-workout Utopia, je me sens pas bien lors de mes entraînements. Donc c'est pour ça que je le prends. C'est un peu dans le message général de cette vidéo. Vous testez les choses, il n'y a rien de genre... Il y a quelques trucs indispensables, mais il n'y a pas 15 000 trucs indispensables. Les autres trucs, c'est à tester et à voir du point de vue individuel. Pour que le complément fonctionne, il faut que la base soit solide. Si vous prenez de la glutamine parce que vous avez mal de partout, ben c'est peut-être pas c'est de la glutamine dont vous avez besoin ou de la peau de requin ou je sais pas quoi. C'est peut-être juste d'avoir un entraînement plus cohérent, plus logique, plus adapté à vous. Peut-être avec moins de séries, peut-être avec moins de variations, peut-être avec moins de trucs, peut-être avec une meilleure technique, etc., etc. Quatrième partie de cette vidéo, du guide ultime du powerlifting, les généralités. Alors, en gros, ça va être un peu un vrac de toutes les choses auxquelles je pense. Évidemment, je risque d'oublier des choses par rapport à la force et pour vous donner des conseils un peu généraux. Premièrement, lancez-vous dans le sport. N'attendez pas d'avoir un certain niveau pour commencer le sport. Pour moi, c'est l'argument le plus... Enfin, je vais pas dire débile et idiot, mais un peu quand même, parce que je comprends d'où ça vient. Ça vient de ce côté, ouais, il y a tels athlètes qui ont tel niveau, donc j'ai pas envie, entre guillemets, de m'afficher avec telle barre ou telle barre. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que on est d'accord que les joueurs NBA, on connaît tous le niveau qu'ils ont, et pourtant, c'est pas parce qu'on connaît le niveau de certains joueurs NBA que nous, on joue pas au basket. Au contraire, c'est parce qu'il y a des joueurs qui ont ce niveau-là que beaucoup se mettent à jouer au basket en se disant, ah putain, bah, si je peux m'approcher de son niveau, ça va être incroyable. N'attendez pas d'avoir un niveau pour vous lancer. Lancez-vous. Et vous verrez, croyez-moi, que en vous lançant, c'est là où vous allez vraiment avoir ce côté putain, la force en fait c'est trop bien, faut que je m'y intéresse de plus en plus, faut que je m'investisse de plus en plus, faut que je progresse, etc. etc. Lancez-vous également dans les compétitions. N'attendez pas un moment, n'attendez pas tel niveau, n'attendez pas le niveau France ou le niveau monde ou je sais pas quoi pour vous lancer dans les compétitions. Lancez-vous dans les compétitions, quoi qu'il arrive, vous en garderez des souvenirs incroyables, ça va vous forger, ça va vous faire accumuler de l'expérience pour la suite, si jamais bah, du coup vous voulez avoir un gros niveau dans ce sport. Voilà, je ne vais pas y passer par 4 chemins. Je suis licencié en FF Force, je suis membre de l'équipe de France en FF Force. Et donc, moi, c'est la fédération que je vous conseille. Ce n'est pas une fédération parfaite, parce qu'il n'existe pas de fédération parfaite, mais c'est une fédération qui fait de son mieux. C'est une fédération qui fait en sorte de mettre l'athlète au centre. C'est la fédération qui est actuellement la représentante IPF nationale et également qui dispose de l'agrément ministériel. Donc pour tous ceux qui veulent un réel statut de haut niveau, pas un statut parce que je suis bon sur un mouvement, je dis que je suis athlète de haut niveau, je parle d'un réel statut de haut niveau, dont vous disposez sur le site du ministère, alors c'est en FF Force que ça se passe. Sinon, toutes les personnes qui ne sont pas en FF Force et qui se disent athlètes de haut niveau ne sont pas des athlètes de haut niveau au sens strict du terme, à savoir reconnu par le ministère des Sports. Moi, si vous tapez mon nom et mon prénom dans le truc du ministère des Sports, vous me trouvez en tant qu'athlète de haut niveau. C'est là où vous aurez le plus gros niveau de compétition. C'est là où il y a le plus de compétitivité. Moi, je vous conseille de vous affilier. Alors, à côté de ça, je vais être franc avec vous, j'ai eu extrêmement beaucoup de mauvaises expériences avec des clubs.
affiliés à la fédération. C'est normal, la fédération c'est la fédération, les clubs qui la composent, c'est les clubs qui la composent. Bien qu'il y a des clubs qui sont très bien, il y a des clubs où les anciens des clubs tendent la main aux jeunes, essayent de les mettre en avant, essayent de leur faire comprendre le sport, essayent de les aider à se développer, etc. Il y a beaucoup de clubs dans lesquels, au contraire, entre guillemets, les anciens, les vieux, un peu de la vieille, c'est plutôt en mode « Ah mon petit garçon, je vais t'apprendre, c'est pas comme ça que ça se passe, faut faire ci, faut faire ça, si tu fais pas ci, t'es bête, si tu fais pas ça, t'es bête, si t'as le dos penché au squat, tu vas te foutre le dos en l'air, t'as pas une belle technique, etc., etc. » Moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est aller voir s'il y a un club affilié FF Force à côté de chez vous, vous allez voir, vous regardez un petit peu comment ça se présente, ne laissez personne vous dire ta technique c'est de la merde ou je sais pas quoi, je sais pas quoi. Si jamais vous avez ce genre d'écho, ce genre d'ambiance, vous partez du club, vous pouvez dorénavant prendre une licence individuelle auprès de la FF Force, vous prenez votre licence individuelle et vous faites vos compètes tranquilles dans votre coin, ou alors vous pouvez rejoindre un club qui n'a pas de salle directe, mais qui va vous encadrer lors de vos compétitions. Et moi je préfère largement un club qui n'a pas de salle, mais qui va me donner le soutien dont j'ai besoin, qui va m'aider à comprendre le sport, qui va m'aider à avancer, plutôt qu'un club avec une salle, mais qui me pourrit et qui essaye de tout faire pour pas que je me développe, pour pas que je progresse, ce qui a été le cas, moi, personnellement, dans mon tout premier club dans lequel j'ai commencé. Du coup, par rapport à ça, alors, bon, c'était pas prévu, mais au final, le président du club qui est derrière la caméra, qui est manager, monteur YouTube, c'est vrai, nous, en fait, on a notre club qui s'appelle donc la Team Costock. La Team Costock, vous pouvez rejoindre... on n'a pas de salle physique, mais vous pouvez rejoindre, et justement c'est ce que je disais, vous pourrez faire des compétitions avec nous lorsqu'il y aura des compétitions. Donc pour ceux qui veulent rejoindre, on mettra un lien, alors soit ce sera un lien Insta, soit ce sera directement un lien de formulaire à remplir, et pour ceux qui veulent du coup rejoindre la FF Force via la Team Costock, vous pourrez le faire sur ce lien, et donc vous avez une licence compétitive avec nous, à savoir on sera avec vous en compétition, on vous aidera à comprendre comment ça fonctionne, etc., etc., mais il n'y aura pas de salle pour s'entraîner. Voilà les boys pour ce guide ultime du powerlifter. Je voulais l'appeler le guide du bon powerlifter, mais après je me suis dit que ça faisait un peu bizarre en termes de nom. Donc comme je l'ai dit et je l'ai répété plein de fois, mais je veux que ça rentre, je vous ai donné un maximum de généralité, un maximum d'informations, et après il y a toujours des exceptions, il y a toujours des applications légèrement différentes, et le but c'est d'essayer de voir ce qui fonctionne pour vous. N'oubliez pas, n'hésitez pas à revenir checker cette vidéo, à vous référer à quelques points si vous avez des questions, si vous avez des doutes. La force, c'est de la frappe. La saison va commencer bientôt, j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Mais de toute façon, avant que la saison commence officiellement ici, nous, on aura les championnats du monde à aller gérer en Suède avec l'équipe. Et votre boy sera votre fidèle représentant et je vais tout donner. Voilà. Donc n'hésitez pas à suivre ça. Et vraiment, j'insiste sur ce point, cette vidéo a été vraiment longue. Elle a été longue à faire, elle va être longue à monter. Et donc c'est pour ça que je compte sur vous pour un maximum de soutien. Like, partage, abonnement, etc. C'est important et c'est ça qui m'aide à comprendre que le contenu qu'on fait ici avec Anissa vous plaît et ça nous encourage à continuer à sortir encore plus de vidéos. Le love est présent, le love sera dans les commentaires. Bisous à vous les boys, au revoir. Donc tu critiques l'acétycholine qui est l'élément essentiel d'Utopia. Sinon il y a l'acétycholine, voilà. Votre pote elle m'énerve, il y a l'acétycholine de chez Nutrimuscle, là, voilà, qui est bien. Je reconnais que j'en ai pris, je reconnais que c'est bien, voilà, c'est très bien, voilà. Et il n'y a pas besoin de s'entraîner, tu peux prendre tous les jours. C'est juste la performance intellectuelle. Alors. Ah bah tu devras en prendre un petit peu plus du coup, pour les vidéos YouTube. On voit pas. Au revoir. Voilà. Non, allez, vas-y.